clinique de philosophie et maître de conférence CAMES à l'université Marin Ngouabi de Brazzaville en République du Congo. Didier Ngaleba est notre invité, mesdames et messieurs, bienvenue. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dans la philosophie de l'émergence et de la renaissance africaine, philosophie de la rigueur et du développement, sans oublier auteuré. Monsieur Didier Ngaleba, bonjour. Bonsoir, monsieur Gatché. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Il en est de même pour moi. Alors, monsieur le professeur, tout récemment, vous avez publié un ouvrage intitulé « Le rôle du philosophe dans la société », ouvrage dans lequel vous voulez signaler, révéler, sinon ou installer la parole du philosophe sur l'espace public. Et quand on sait que la plupart des philosophes, ou généralement les intellectuels congolais, ne parlent ou presque pas, ne prennent pas la parole sur les questions politiques ou de la gouvernance publique, pourquoi avez-vous senti ce besoin? J'ai senti ce besoin d'abord par conformité à mon métier. Philosophe, je suis payé pour penser. Donc quand je ne pense pas, ça veut dire que je ne mérite pas le salaire qu'on nous paye lorsque le gouvernement se rend compte qu'il doit le payer. Nous sommes dans un environnement, comme vous venez de dire, où les universitaires qui ont pour rôle de faire de la recherche, faire de la formation et d'assurer ce qu'on appelle le service à la communauté, c'est-à-dire l'éclairage nécessaire sur un certain nombre de questions lorsque c'est requis dans la société. Donc l'environnement étant celui-là, les cadres ne parlent pas à peu près pour deux raisons. Un, ils sont dans les ethno-partis. Donc pour parler comme ça, il faut être libre de penser. Quand ils parlent ici, le soir à la réunion, les partis ont dit pourquoi vous avez dit ça. Bon, le lendemain, quand ils reviendront chez vous, ils ne parleront pas. Vous envoyez une invitation, non, non, vraiment, bon, ils ne viennent pas. Deuxième motif, ils se baladent avec des CV sur la tête pour chercher les nominations. Donc, quand vous parlez, c'est nécessairement en direction des gouvernants ou des opposants. Bon, ils se mettent comme ça dans cette situation. Troisième raison, pour la plupart, ils sont dans les associations du soir. Donc, ces trois raisons font que la journée, ils se contentent de faire le travail de l'encadrement, de la formation, puisque ça ne vous expose pas beaucoup. La recherche, bon, comme je dis, on ne fait presque pas ça ici, mais le service à la communauté où on engage sa personnalité sur l'analyse d'un certain nombre de questions, ils ne font pas. Moi, depuis ma jeunesse, j'ai 55 ans aujourd'hui, donc je suis très vieux, j'ai évité de ressembler à ce profil-là. Je vis de mon métier. Donc, je ne fais que mon métier. Je reste dans ce que les normes réglementaires du pays, les lois et règlements, les décrets que le président a signés en notre faveur permettent de faire. Et là-dedans, je fonctionne, je ne fais pas autre chose. Est-ce que cela n'arrange pas le gouvernement de vous maintenir dans cet état d'enseignement, d'enseignant, d'encadreur simplement? Non, le gouvernement ne peut rien faire, ni pour ni contre moi. Que la plupart d'entre vous êtes dans des cabinets ministériels. Là, ce n'est pas une manière de vous... Quand j'étais jeune, j'ai été directeur de cabinet d'un ministre à l'époque. Mais est-ce qu'en ce moment-là, vous avez la liberté que vous avez aujourd'hui de parler de certaines choses? Pour prouver que j'avais démissionné, ma liberté, je m'étais retiré. Donc, ce n'est pas contradictoire qu'un cadre universitaire se retrouve dans un cabinet, se retrouve à un poste donné. C'est le service à la communauté dont je parle. La formation, la recherche et le service. Si nous avons été formés aux frais généraux, la bourse, l'État, en retour, il faut qu'on rende au pays ce que nous avons donné. On peut rendre à travers le service à la communauté, on peut rendre aussi à travers la contribution à un poste donné, mais il faut que ça soit en harmonie avec ce que l'on a pris. Dans tous les cas, ça ne doit pas retirer la liberté de l'analyse. Quand cela arrive, c'est le drame qui s'installe. Professeur, dans cet ouvrage publié aux éditions universitaires européennes, vous dites vouloir pousser à mieux faire pour mériter la confiance de la population. Est-ce une manière de dire que rien n'est fait jusque-là? Non, des choses sont faites. Je ne suis pas assez malhonnête. Les choses sont faites, mais je pense que alors que ceux qui font ce qui est fait ont les moyens de bien faire, mais quand on voit le résultat, on se rend compte que c'est suffisamment mal fait. Au milieu, il y a un peu comme de l'argent gaspillé. Et donc, si le pays n'est peuplé que de militants qui applaudissent, y compris ce qui ne va pas, on va pousser les autorités à continuer à si mal faire. Alors que si, à côté, il y en a qui critiquent, ça fait un peu mal. Hein. Humainement, j'en conviens. Mais au-delà de petits sentiments, de la petite émotion qui est bousculée, ça pousse chacun. Vous êtes d'accord que vos critiques à l'endroit du gouvernement, surtout du Premier ministre, font mal? Je ne sais pas comment c'est ressenti. Moi, j'ai pris la décision d'écrire au Premier ministre de mon pays, parce que moi, je n'ai pas deux pays.
Il y a plein de Congolais ici qui ont plusieurs nationalités. Moi, je voyage, je vais servir à l'extérieur, je fais mon travail, mais j'ai un seul pays. Je paye mes impôts très cher. Je dis toujours 520 000, je paye mes impôts par mois. Donc, en retour, ça me donne le droit à la critique. J'ai fait une première lettre au Premier ministre Clément Mwamba, paix à son âme, qui n'a jamais répondu. Ils font tous pareil, mais c'est leur droit. J'ai écrit au Premier ministre Koliné Makosso, c'était pour le féliciter. Ça, c'était une lettre Très fermé. ouvertement fermée. Personne ne l'a jamais vue. Après, bon, je lui ai fait 2 autres lettres sur le cas de la Covid et sur la façon dont le pays est gouverné. À la fin, si vous permettez, il y a, parmi les lecteurs, il y a eu un colonel à la retraite qui m'a proposé de regrouper ces lettres-là, d'en faire un ouvrage pour la mémoire. Je crois que celle-là va être la dernière. Et c'est donc cet ouvrage dont vous parlez. Alors, dans la première, vous parlez justement des lettres adressées au Premier ministre, chef du gouvernement. Dans la première lettre ouverte adressée au Premier ministre Anatole Koliné Makosso, vous l'avez dit tout à l'heure, expressement notifié qu'une lettre très fermée lui a été adressée dans laquelle vous avez fait un certain nombre de propositions qui n'ont pas été prises en compte, sauf le séminaire gouvernemental que vous dites biaisé dans sa matérialisation. Pourquoi? Le séminaire gouvernemental a été pris en compte, mais à l'envers. C'est-à-dire que moi, je suis formateur. Dans une salle de formation, il y a 2 blocs. Il y a le formateur et puis il y a les apprenants. Mais dans le séminaire gouvernemental formant Anatole Koliné Makosso, ce sont quelques membres du gouvernement qui sont par ailleurs apprenants, qui en même temps deviennent des formateurs. On est jugé parti. Pour le métier qui est le nôtre, ça c'est de l'amusement. Mais pourtant, il y a bien quelque chose qui est sorti de là, quelques réalisations qui ont des actions sociales, par exemple, à l'endroit des Congolais. Mais il y a un ouvrage, je n'ai plus l'auteur à l'esprit, ça s'intitule « Le travail gouvernemental ». L'auteur est un Français. Ça décrit dedans comment on travaille lorsqu'on est au gouvernement. On vient au gouvernement, le président a gagné les élections, il nomme son Premier ministre qui choisit le gouvernement et puis qui peuple l'administration des cadres qui sont nécessaires. Mais au milieu, par ministère, on doit savoir le problème qu'on a à résoudre. Si je suis par exemple au niveau du ministère, je prends au hasard des transports. Quel est le problème qu'on doit résoudre? Un problème, c'est une question. Quand je suis ministre des Transports, quelle est la question à laquelle je dois répondre? Donc la qualité des infrastructures de transport, la satisfaction sera mesurée à celle des Congolais, des usagers. Si les usagers sont heureux de payer les taxes, c'est parce que les conditions de transport sont réunies. À ce moment-là, le ministre peut être satisfait. Donc, prendre en l'absence d'un cadrage, d'une étude, d'une évaluation qui a été faite par un ministère, bon, piquer au hasard, ça bout de côté transporteur là-bas. Ah non, non, il faut faire ça. Bon, ça, ce n'est pas l'action du gouvernement. Ça, c'est la gestion des affaires courantes. C'est la gestion des effets. On gère les effets, mais on ne connaît pas les causes causantes des effets. Mais par exemple, la continuité du programme avec le FMI, c'est le résultat de ce séminaire gouvernemental. Mais d'ailleurs, quand le Premier ministre dit qu'il a pris les décisions qu'il a prises en augmentant les prix de carburant, le fait de dire ça, c'est honnête, mais le fait de faire ça signifie que le pays a perdu sa souveraineté. Et que par conséquent, la fête qu'il va y avoir le 15 août est sans objet. Ça veut dire que c'est le FMI qui gouverne le Congo. Ça veut dire que les Congolais n'ont pas été capables de gouverner leur pays. Ils ont confié les rênes du pays au FMI. Donc vous pensez justement que si on avait un gouvernement compétent, on allait s'en sortir sans le FMI. Est-ce qu'on pouvait vraiment s'en sortir sans... Je ne dis pas que le gouvernement qui est là est incompétent. Moi-même, je ne représente rien, mais je dis simplement, je pose le point de méthode. Je dis que comme on a un pays qui a une histoire, on a eu plusieurs présidents qui se sont succédés. On ne fait pas de sondage dans ce pays, malheureusement. Si vous prenez n'importe quel Congolais, vous posez la question. Il n'y a pas un seul secteur d'activité où on peut dire que quelque chose marche. Pourtant, chaque année, le budget est en augmentation. Assez régulièrement, le président change les ministres. Bon, on fait un peu des réaménagements. Pourtant, dans votre première lettre, vous vous êtes félicité que M. Anatole Koliné Makosso avait une équipe qui pouvait l'emmener au succès. Non, j'ai félicité la personne qui a été nommée. Moi, je viens du côté de l'évaluation. Anatole Koliné Makosso, c'est un collègue à l'université. Quand il est promu, c'est notre fierté à tous. Donc, à ce titre, pour le pousser à aller de l'avant, j'ai fait une lettre pour le féliciter. C'est comme vous avez dit, j'ai fait des propositions à côté pour l'aider à aller de l'avant. Bon, donc, le gouvernement est mis en place, il travaille. Comme le pays a une histoire et comme la réalité du pays montre
Il n'y a pas quelque chose qui marche dans un secteur donné. Ce qu'on appelle un résultat, c'est l'aboutissement d'un travail qui a été fait et qui se mesure au degré de satisfaction. Vous allez à la santé, vous allez à l'éducation, vous allez dans n'importe, même les passeports. Les 2 fois que j'ai eu le passeport, j'ai attendu 8 mois pour avoir un passeport, alors que nous devons voyager tout le temps. Donc, comme ça ne marche pas comme ça, malgré les moyens qu'on y met, malgré la qualité des ressources humaines, ça veut dire que le problème n'est pas au niveau des hommes, le problème n'est pas au niveau des moyens, mais le problème est au niveau de la méthode qu'on utilise. Et c'est pour ça que j'insiste depuis quelque temps pour faire évaluer, que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, demande au Premier ministre de faire évaluer le gouvernement. J'ai vu une note d'évaluation tout à l'heure. Est-ce que le gouvernement peut s'évaluer, il faut s'auto-évaluer? Il s'agit de l'évaluation externe. Donc, on ne peut pas être et ministre et expert. C'est-à-dire, quand on voit ces choses-là, on manque quand même de mots pour dire ce que l'on ressent. C'est quand le gouvernement aura été évalué, une évaluation externe par secteur d'activité. Chaque évaluation se conclut par 3 principales recommandations et le ministre prend ces recommandations-là, fait son programme d'activité sur ça, fait son budget sur ça et fait ce qu'on appelle une loi sectorielle de programmation du développement. C'est sur la base de cette loi sera l'instrument du travail de chaque ministère. Ça règle 2 problèmes. Ça permet que ce que l'on appelle la continuité de l'action du gouvernement, ce problème sera résolu. Puisqu'ici, dès qu'un nouveau ministre arrive, il remet en cause tout ce que le prédécesseur a fait. Ça permet aussi désormais de travailler sur une base objective, parce que quand il y a une étude, le ministre va moins se tromper. Or, ce que l'on voit aujourd'hui, ce sont les coups de tête. Bon, un ministre arrive, il se dit, bon, on fait ça. Un jour, on fait ça. Bon, c'est de l'argent qu'on se poudre comme ça, mais ça ne répond à aucune problématique. Et c'est pour dire que le gouvernement n'a pas vraiment de priorité, n'a pas le sens de priorité. Moi, je ne vois aucune priorité. Ils ont fait comment ils appellent, le PND, non? PND. Le Premier ministre vient de dire, il n'y a pas longtemps, que le PND a été, les exécutions du PND a démarré en retard. Bon, quelle chance vous donnez à ce PND-là? Mais pour moi, il n'existe pas puisqu'il ne répond à aucune problématique. Par exemple, quand on prend un domaine comme l'éducation, la question à laquelle le ministre devrait répondre en organisant ses services, c'est comment faire pour que l'école congolaise retrouve sa crédibilité sur le champ. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu un étudiant en master qui a validé son master chez nous ici il y a 2 ans, qui est en France. Il m'a dit, monsieur, j'ai refait le master. Donc, on ne croit pas en nos diplômes. Donc, s'il y a un ministre de l'Éducation... Si on ne croit pas en nos diplômes, excusez-moi, professeur, ça veut dire qu'on ne croit pas également aux professeurs que vous êtes, aux encadreurs que vous êtes. C'est ce que ça veut dire. Je sors là de l'extérieur. Je suis rentré il y a à peine 2 jours. À l'extérieur, on fait ce que l'on sait faire. Mais le système est pris comme tel. Quand un produit sort du Congo, ce n'est pas crédible. Donc, s'il y a un ministre de l'Éducation, il doit s'attaquer à l'absence de crédibilité des produits de son système. Mais en dehors de ça, quand on fait les audiences, on fait ci, on fait ça, des colloques, des séminaires ici et là, pour vous, ça ne sert à rien. Des sessions, ça ne règle aucun problème. Des renforcements de capacité. Mais si quelqu'un déjà n'a pas de capacité, vous renforcer, ça ne va rien donner. Le prof Obenga n'a cessé de dire ça. Alors, professeur, vous parlez beaucoup de manque de la prospective et du principe de précaution dans la gouvernance du Premier ministre Anatole Koné Makosso, tout en accusant son gouvernement de livrer le pays au hasard. Est-ce qu'au vu des situations qui persistent jusqu'à aujourd'hui, vous maintenez ce point de vue? Oui, je le maintiens. Ce n'est pas que le Premier ministre Collinet, hein. Moi je parle du gouvernement. Du gouvernement, c'est lui le chef du gouvernement. Il a juste eu la malchance d'être Premier ministre au moment où j'en parle. La preuve, c'est que quand j'ai commencé à écrire, c'est à Clément Mwamba que j'ai écrit en tant que Premier ministre. Donc si on prend ça individuellement, on ne va pas s'en sortir. Moi je parle du pays, je ne parle pas des individus. C'est pour ça que je ne vais pas dans les ethno-partis. Je pense que tel que se fait, dans la façon dont le gouvernement congolais travaille, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date exactement de l'année 1968. Parce que moi, j'ai par ailleurs coordonné 2 études du Conseil consultatif de la femme sur l'émancipation et la participation politique de la femme. C'est en 1968 qu'une femme a été nommée membre du CNR. Et c'est en 1975, on est le 6 janvier, qu'une dame, Madame Mamina, a été nommée ministre. C'est la première ministre des Affaires sociales. Donc, dans le premier cas, elle est membre du CNR. Deuxième, ça veut dire membre du parti au pouvoir. Deuxième cas, encore membre du parti au pouvoir. À partir de ce moment-là, les critères d'évaluation et de promotion des cadres deviennent l'appartenance à la famille biologique de celui qui est au pouvoir. Il faut être ami, il faut être du parti et il faut être des associations. Si vous remplissez les 4 critères-là, vous êtes promu.
Si vous ne les remplissez pas, vous n'êtes pas promu. Et du coup, ceux qui sont promus dans le cadre de ces critères subjectifs, inversement, ne peuvent pas être évalués. Alors, professeur, c'est pour ça qu'on n'attend plus les résultats des cadres. Mais comme c'est des frais, c'est ci, c'est ça. Bon. Justement, cela va justement dans le même sens de ma prochaine question. Vous abordez régulièrement aussi la notion de composition des cabinets ministériels sur le principe que vous qualifiez d'ethno-tribal. Que dénoncez-vous en disant cela? Ce que je dénonce, c'est que le décret qui porte organisation des cabinets ministériels n'a pas prévu une clause de fermeture républicaine. Par exemple, dire que le ministre a la liberté de composer son cabinet, mais il doit veiller à ce que l'expertise vienne de par le pays. Si un cadre est TK, par exemple, vous allez voir que sur les 15 membres du cabinet, à peu près 12 sont TK. S'ils sont compétents, il ne faut pas les prendre? Oui, non, même s'ils sont compétents dans le pays, je parlais d'études tout à l'heure, il y a exactement 80 ethnies au Congo, 80. Quand vous prenez le territoire d'ancrage, vous prenez le code éthique, vous prenez la langue, il y a 80 ethnies. Donc, dans un pays qui a 80 ethnies et qui a 5 aires culturelles, si vous dites que vous ne trouvez des cadres compétents que dans votre ethnie d'origine, c'est que vous êtes un danger pour la République. Donc, dans la mesure où les cabinets sont ainsi faits, je les appelle les ethno-cabinets. Vous prenez ça des ministères jusqu'au cabinet du chef de l'État, la logique est la même. Quelquefois même, quand vous arrivez, une réunion se fait en langue locale. Si vous n'êtes pas de cette langue-là, vous vous considérez comme un étranger dans votre propre pays. Donc, dans cette ambiance chaotique, les budgets de l'État s'exécutent et vous verrez que quand il y a un ministre quelque part, il prend le budget de l'État, il doit faire un investissement dans son village. Donc, le président qui nomme les ministres n'est pas ressortissant de toutes les communautés ethniques. En tant que chef de l'État, il est au-dessus de la mêlée. Mais le ministre qui vient, qui a été nommé alors qu'il n'est pas de la même communauté que le président, doit tout faire pour que son village bénéficie du budget du ministère. Et quand on laisse ça faire, je trouve dramatique que personne n'en parle. Mais moi, je paye mes impôts et comme je suis payé pour penser, je dis là ce que je pense. L'évaluation est absente du système, la prospective, le principe de précaution. Je l'ai dit pendant le coronavirus, on a crié, mais vous avez vu après, le Parlement est revenu à ça, réuni à voter une loi qui modifie l'article 157 presque dans les mêmes termes que j'avais indiqué. Là où j'avais mis, après 3 mois après, bon, quand la situation devenait normale, et ils ont mis après 3 mois. Bon, on croit que 3 mois, ça ne passe pas vite, mais le Parlement a triché. Dans le préambule, ils n'ont pas dit que c'était à l'initiative de Ngaluba et que ça a été ça, c'est de la tricherie. Et je me réserve le droit de poursuivre le Parlement congolais en justice pour escroquerie parce que ça, c'est ma propriété intellectuelle. Alors, prof Didier Ngaluba, vous avez déjà envoyé 2 lettres au Premier ministre chef du gouvernement, 4 lettres. 4 lettres dans lesquelles vous critiquez vivement l'action gouvernementale. Est-ce que vous comprenez les gens qui disent aujourd'hui que c'est un problème personnel que vous avez avec le Premier ministre chef du gouvernement? Mais le Premier ministre, à l'université, il est maître assistant. Moi, je suis maître de conférence. C'est un collègue. On ne se connaît d'ailleurs pas. On ne se voit pas en dehors. Parce qu'à l'issue de votre 2e lettre, on a vu beaucoup de voix, beaucoup de collaborateurs du Premier ministre dire certaines choses sur les réseaux sociaux, sur votre mauvaise... Oui, ça, on appelle ça les courtisans qui vivent de leur attachement au Premier ministre, mais ils ne l'aident pas. On les appelle vulgairement Atalakou. Oui. Mais du temps après, parce qu'un jour on est au gouvernement, un autre jour on n'y sera plus. Quand il ne sera plus là, il va se rendre compte que c'est moi qui l'avais le plus aidé que ces courtisans-là. Mais ils font leur devoir. Non, il n'y a pas d'acharnement. Comme j'ai dit, la première lettre, je l'ai écrite au Premier ministre Clément Mwamba, paix à son âme. À l'époque, on ne savait pas que Coligny allait être nommé Premier ministre. Moi, c'est la fonction, c'est l'homme d'État. Je m'adresse à l'homme d'État. L'individu, je ne le connais pas. On n'a pas de relation personnelle. Et puis, c'est un collègue à l'université. Quand il est nommé, c'est notre fierté à nous tous. Mon souci, c'est plutôt de faire que, quand un universitaire est promu, qu'il fasse du bon travail. Parce que demain, s'il a mal travaillé, on va dire, vous les universitaires là. On ne dira pas c'est l'individu Coligny. On va dire, vous les dents. Moi, je ne veux pas me mêler dans ça sans l'avoir aidé en amont. Donc, mes critiques sont des aides. S'il prend ça comme ça, il accomplit. S'il ne prend pas inversement, c'est son droit. Mais je ne suis pas dans ce sentiment. Alors, il y a une citation qui m'a beaucoup intrigué dans votre lettre, quand vous dites « Quand la chasse est maléficiée, aucun gibier ne peut être abattu, quelle que soit la qualité des chasseurs et du matériel employé. » C'est d'ailleurs l'une des citations que vous avez utilisées dans cette lettre. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, maléficier. C'est-à-dire quand il y a un maléfice, lorsque
la forêt est giboyeuse. Hein. Vous prenez les meilleurs chasseurs, les rabatteurs, etc. Nous, les villageois, on ne prend que les images du village. Vous n'aurez pas le gibier. Même celui qui chasse au fusil, il va tirer à bout portant. Vous n'aurez pas. Parce qu'au village, en famille, il y a un problème. Donc, tant que vous ne réglez pas le problème, avant d'aller à la chasse, vous perdrez votre temps. Vous pouvez avoir une boîte de cartouches de 25, vous tirerez toujours à travers, vous n'aurez aucun gibier. Ça revient à ce que je dis. Tant qu'on ne connaîtrait pas les causes causantes pour lesquelles, dans tous les secteurs d'activité au Congo, rien ne marche, on pourra mettre les budgets à je ne sais pas combien de milliards, on pourra mettre les cadres experts dans tel domaine, dans quel autre. On pourra avoir tout ce qu'on veut, il n'y aura pas de résultat parce qu'on travaille sur les effets. On ne touche pas aux causes. Le poisson pourrit par la tête. Alors, prof, on vous a connu aussi sous une autre casquette de syndicaliste à l'université Maringouabi, mais ces derniers temps, on ne vous voit plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai démissionné, je me suis retiré en 2019. Pourquoi? J'aime bien faire, et comme je sais que je suis un humain, je me trompe comme tous les autres. Quand à un moment, je trouve que j'ai fait ce que j'ai... Oui, maintenant j'ai les cheveux blancs. Il fallait laisser la place aux plus jeunes. Je me suis retiré. Le fond est le même, quoi. C'est-à-dire le désir de vérité, le désir de justice, le désir d'équité fait que partout où je passe, je souhaite que j'ai confiance aux autres. Si on s'entend, on se met ensemble, on peut bien faire. Et à l'époque où nous avions fait ce que nous avions fait, il fallait laisser simplement la place à d'autres. Et j'ai mon métier. N'est-ce pas parce que maintenant, actuellement, le gouvernement prend vraiment en compte vos revendications, non? Vous êtes payé régulièrement? Mais nous sommes le 8. Le 8 août, l'université n'est pas payée. C'est quand le jour où il s'en souvient, bon, à nos âges, là, on ne fait plus les grèves, vous voyez. On laisse chacun faire son petit métier. Moi, je fais le mien en critiquant. Alors, monsieur le professeur Didier Ngalebay, quel est votre regard d'une manière générale sur le Congo et quelle connotation donneriez-vous sinon à son indépendance qui sera célébrée ce 15 août 2023? Oui, mais quand on parle d'indépendance, c'est un abus de langage. Le mot indépendant, ça veut dire qui ne dépend de personne. Nous dépendons dans tous les secteurs. Je prends toujours le secteur de l'éducation. Nous, aujourd'hui, nous avons importé le modèle d'éducation de l'Occident, de la France. C'est comme si chez nous, on ne savait pas former les jeunes. C'est pour ça que je parle d'évaluation. Le Congo n'est indépendant dans aucun domaine. Il y a même pas, oui, tel qu'on est même habillé là, il n'y a rien de congolais. C'est même sans fierté qu'on se dit congolais. Bon, mais comme les hommes politiques, ils ont des calendriers à respecter. Ils vont aller au boulevard, disent qu'il y a l'indépendance. Vous pensez que ça ne sert à rien, ça sera de l'argent jeté? C'est même de l'argent gaspillé parce que vous ne réglez aucun problème. Le problème, c'est l'évaluation. C'est à un moment, on a fonctionné comme on a fonctionné. Il faut qu'on arrive à évaluer l'action gouvernementale dans tous les secteurs de 1960 à aujourd'hui pour que ça, par secteur, on comprenne pourquoi, malgré les moyens humains, financiers, techniques mis, les résultats ne suivent pas. Quand on aura compris ça, on a 3 recommandations. Le président réorganise son gouvernement pour commettre à chaque ministre la fonction de travailler sur ça. Chaque secteur d'activité est organisé autour d'une loi de programmation sectorielle du gouvernement. Ça, on pourra évaluer. Mais dans la structure actuelle du travail, on ne peut même pas évaluer puisque quand vous prenez les budgets des ministères, c'est bon, on dit fonctionnement, réception, c'est des actions qu'on ne peut même pas évaluer parce que ça ne répond à aucune question. Et ça, je souffre de ça parce que le Congo, quand même, en matière d'expertise, dans tous les secteurs, dans la défense et tout, bon, on ne manque pas de personnel formé, mais qu'on fasse si mal, j'en souffre. C'est la responsabilité du président de la République, c'est la responsabilité du Premier ministre. Je ne me mets pas à leur place. Je sais que ce n'est jamais facile, mais je sais qu'ils peuvent mieux faire. Alors, prof Didier Ngalebay, nous sommes presque à la fin de notre émission. Dernière question justement. S'il arrivait qu'aujourd'hui le président de la République fasse appel à vos compétences en vous intégrant dans son gouvernement, est-ce que vous direz oui? J'ai dit au début, moi j'ai étudié grâce aux frais généraux, à l'argent de l'État. C'est la bourse de l'État. Si le président m'appelle, il me dit ce qu'il a fait, on discute. Et puis, au nom de la 3e mission de l'université, le service à la communauté, j'ai l'obligation de servir. Je servirai en dehors des ethno-partis et en dehors des considérations obscures. Là. On prend comme un expert avec une feuille de mission précise, ça je ferai, sachant qu'après on va évaluer. Si à un moment donné je vois que je suis fier du travail fait, c'est bien. Mais le jour où je me rendrai compte que j'ai trahi la confiance que le président a placée en moi, je démissionnerai. Et le même jour où je commencerai mes fonctions, j'aurai déjà
préparer ma lettre de démission. Je ne veux pas être la honte, la gêne, je ne sais pas gérer ça. Et surtout quand c'est sur la place publique, une autorité qui vous fait confiance et vous transformez le ministère en épicerie, bon, je ne me retrouverai pas dedans. Alors, vous avez également votre collègue du département de philosophie qui est ministre de l'enseignement technique et professionnel. Comment jugez-vous son action? Non, je suis mal placé pour le juger. Au contraire, dans l'ombre, je chauffe, je fais ce que je peux pour le pousser à réussir. Comme je dis toujours, sa réussite, c'est notre image collective. Vous pensez qu'il gère bien son département ministériel? Ce n'est pas moi qui l'ai nommé, ce n'est pas à moi de le juger. Si on me met responsable d'une étude d'évaluation, là, je donnerai mon avis. Mais avant ça, c'est un collègue, c'est un ministre du pays. Ce n'est pas à moi de le juger, mais les suggestions que je peux faire, je les fais dans l'ombre. Ça se limite à ce niveau-là. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission avec le professeur Didier Ngalebaye, professeur d'université au département de philosophie. Merci de nous avoir suivis. Nous savons que vous étiez nombreux, mais nous allons vous demander de faire un effort supplémentaire, de liker, de commenter et de partager cette publication. Merci, à la prochaine fois.